Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition d'Information. La 6e édition du dialogue politique entre le Bénin et l'Union européenne s'est ouverte ce jeudi à Cotonou. C'était en présence du ministre d'État chargé du plan et du développement. Ouverture ce jeudi 11 février 2021 du séminaire d'évaluation de l'organisation de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias de service public. Un séminaire qui réunit cadres de l'ARAC, associations des professionnels des médias et acteurs impliqués. Et puis en fin d'édition, vous suivrez l'intégralité du point de presse du ministre Benjamin Roupati sur la résurgence de la COVID-19. Voilà pour le sommaire. On démarre avec l'ouverture ce jeudi d'un atelier d'évaluation de l'organisation de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias de service public. L'objectif est de se doter des stratégies idoines devant conduire à une régulation convenable des médias. Et ce séminaire rassemble les cadres de la HAC, les associations professionnelles des médias, les représentants des organisations de la société civile, des partis politiques et plusieurs autres cadres. Stanislas Atandéon. Je déclare ouvert le séminaire d'évaluation de l'organisation de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias de service public. Veiller au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication, c'est l'une des missions assignées à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ce séminaire cadre avec cette mission et vise à amener conseillers et cadres de l'institution à mettre en œuvre les stratégies idoines devant conduire à une régulation convenable des médias. La décision numéro 98-050/AC 17 juin 1998 portant modification de la décision numéro 95-062/AC du 3 novembre 1995 relative à l'organisation de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias du service public, comme vous pouvez aisément le constater, date de plus de 20 ans. Suite au contexte et aux paysages sociopolitiques qui ont changé, il était nécessaire et urgent de réviser cette décision. Donc nous aurons l'occasion de revisiter et de procéder à la relecture de cette décision au cours de ces assises. Ce séminaire est l'occasion pour la HAC, en tant qu'instance de régulation, de poser les balises afin d'éviter les dérapages avant, pendant et après les élections. Comme vous pouvez vous en douter, les élections sont des moments de fête. Elles sont des périodes sensibles au cours desquelles les partis politiques, les associations et les citoyens doivent avoir un accès équitable aux médias. L'équité au niveau des médias offre la possibilité aux partis politiques de s'adresser à leur électorat sans se sentir lésés. Elle offre également la possibilité aux associations et aux citoyens de s'exprimer sur l'animation de la vie politique nationale. 3 jours durant, plusieurs communications, notamment l'accès équitable au regard du Code de l'information et de la communication, l'organisation de l'accès équilibré dans les médias du secteur privé et les contraintes seront présentées. Le président de l'ARAC les exhorte au sens de responsabilité. Je voudrais vous inviter à faire preuve de concentration maximale et d'attention soutenue au cours des travaux. Nous voudrions d'ores et déjà compter sur l'implication effective de chacun et de tous afin que nos travaux soient
couronné de succès. Une bonne appropriation des résultats issus de ce séminaire permettra de faire un bond significatif vers une régulation au service de toutes et de tous. Il s'est ouvert également ce jeudi un atelier d'évaluation du niveau de mise en œuvre des contrats de performance et des projets d'établissement du projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin, volet mobilisation sociale. C'est un atelier bilan qui vient mettre fin à 18 mois d'expérimentation des outils de gestion des établissements. Célia Padono. Après 18 mois de mise en œuvre du volet mobilisation sociale du projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin, les responsables des organisations non gouvernementales en charge de ce axe d'intervention du PASB ont tenu à soumettre aux acteurs du système éducatif les travaux menés dans les départements de l'Atlantique, du littoral, de l'Atakora et de la Donga, des zones pilotes du dit projet. Je voudrais du haut de ce pupitre vous prier de bien vouloir nous accorder votre attention pour mettre en lumière, à partir de vos critiques constructives, la valeur ajoutée des contrats de performance et les contraintes y afférentes. Les forces et les faiblesses de la démarche de mobilisation sociale comme outil d'amélioration de la scolarisation, du maintien scolaire et de la performance des apprenants. Les ONG Aide et Action Internationale, Racine et Plan International Bénin, après avoir mis leurs expériences en matière de mobilisation communautaire et d'implication des communautés dans la gestion des établissements au profit de l'école béninoise, se retirent et rassurent de leur entière disponibilité à œuvrer pour l'amélioration du système éducatif. Sans trop vouloir s'adonner à l'autosatisfaction, je voudrais vous rassurer de notre ressenti quant au succès engendré par le volet mobilisation sociale de ce projet. J'attire toutefois l'attention sur le caractère fragile des résultats qui exigent un suivi permanent afin de pérenniser les changements opérés. Le coordonnateur national du PASB a salué le travail abattu par les responsables de ces différentes structures. Des actions qui ont permis de contribuer à mettre en place un cadre de recevabilité propice à la qualité, implication des parents dans les décisions autour de l'école, dans le contrôle de la gestion du temps scolaire et de la question enseignante, de la mise à disposition effective des matériels didactiques. D'accroître dans une approche communautaire la responsabilisation des acteurs de l'école, administration, enseignants, élèves, parents d'élèves et autres usagers de l'école, sur les enjeux de pérennisation, de sécurisation, d'entretien et maintenance des infrastructures, installations et équipements, puis de maintien d'un environnement sain et propice aux études. Les ONG ont montré beaucoup d'efficience dans la mise en œuvre du volet mobilisation sociale du PASB, qui a impacté 261 collèges d'enseignement général des départements de l'Atlantique, du littoral, de l'Atakora et de la Donga. Wilfried Dianotin a rassuré les partenaires de ce que la dynamique sera maintenue en l'absence des ONG internationales. La directrice a évoqué la fragilité des résultats et le ministère en a tellement conscience que dans le plan de travail annuel du PASB, des mesures sont prises pour mettre en place un dispositif qui va permettre non seulement de pérenniser les acquis dans les départements d'application, mais d'ouvrir le chantier de la généralisation de la mobilisation communautaire. Rappelons que le projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin, qui a été initié par le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, avec l'appui financier de l'Agence française de développement, est l'un des projets phares du gouvernement en vue d'une bonne gouvernance de nos écoles. Toujours ce jeudi s'est ouverte la 6e édition du dialogue politique entre le Bénin et l'Union européenne. La séance s'est tenue au ministère du Plan et du Développement en présence des membres du gouvernement et des ambassadeurs de l'Union européenne. Suivez. Plusieurs sujets d'intérêt commun étaient à l'ordre du jour de l'ouverture de cette 6e édition du dialogue politique entre le Bénin et l'Union européenne. Entre autres thèmes qui focalisent les attentions à cette rencontre, on retient les préoccupations sécuritaires, les questions économiques et les questions politiques liées à la promotion des droits de l'homme
et aux prochaines élections présidentielles. Il nous permettra aussi de présenter le nouvel paradigme du partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique et du nouvel accord post-Cotonou. Un partenariat stratégique, moderne et tourné vers l'avenir qui met l'accent sur le multilatéralisme comme moyen de relever des défis globaux tels que le changement climatique, la sécurité ou encore l'immigration, et sur la défense de nos intérêts communs. À l'ouverture de la séance, Abdoulaye Biotchane a rappelé à quel point l'État béninois tient aux relations entre le pays et l'Union européenne. Il a témoigné la gratitude du chef de l'État, Patrice Talon, à l'Union européenne pour ses nombreuses contributions combien importantes pour l'essor du Bénin. Malgré cette pandémie, nous avons fait un taux de croissance de 2,3%, faisant de notre pays un des plus résilients à la crise en lien avec la Covid-19. Cette résilience, qui est à tous égards à saluer parce qu'elle intervient dans un contexte de plusieurs chocs, Covid, mais aussi fermeture des frontières, s'explique aussi entre autres par les fondations solides que nous nous sommes attelés à mettre en place à travers des réformes courageuses mais nécessaires. Le Bénin est donc devenu ces dernières années, premièrement, le premier producteur de coton de l'Afrique de l'Ouest, deuxièmement, le deuxième producteur de céréales de l'UEMOA, troisièmement, la troisième meilleure performance en termes d'IDH dans la CEDEAO et la première dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ces prouesses ne sont pas que des chiffres. Elles ont produit des résultats concrets et ont amélioré le quotidien de nos compatriotes. Ces résultats, qui ne sont qu'une partie de nos succès, traduisent la mise en œuvre méthodique de notre programme d'action de gouvernement, qui repose sur l'approche des deux piliers, investissement d'un côté et réforme de l'autre. Notre approche repose aussi sur un modèle de coopération réussi avec des partenaires crédibles et fiables comme l'Union européenne. Nous n'aurions pu tout ceci sans votre accompagnement volontaire et judicieux qu'il faudra préserver à tout prix. Ce dialogue politique illustre la nouvelle dynamique dans laquelle les deux partenaires sont engagés. Les préoccupations d'importance ont donc été abordées dans la perspective du renforcement de leurs relations et de la consolidation des acquis. En visite de solidarité au Bénin, Mohamed Ibn Chambas, représentant du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, a été reçu par le président de la République ce mercredi. Au cœur des échanges, donc, l'organisation de l'élection présidentielle d'avril prochain. Plusieurs autres sujets ont été évoqués. On suit le point des échanges à la sortie d'audience. Je suis ici en visite de solidarité au Bénin qui se prépare à aller à les élections présidentielles le 11 avril prochain. Avec Monsieur le Président, nous avons discuté l'impact économique et social de la Covid au Bénin, ainsi que les préparatifs pour les élections présidentielles. J'ai félicité le président pour les efforts déployés pour contenir la pandémie à Covid-19. J'ai également rendu compte au président de mes échanges avec les institutions en charge des élections, les partis politiques, la société civile et la communauté internationale au Bénin. Nous constatons à 60 jours des élections des divergences entre les acteurs politiques sur les modalités de participation à ces élections. Afin d'assurer une élection apaisée, pacifique, crédible et inclusive, j'invite tous les parties prenantes à continuer de privilégier les concertations. J'ai réitéré à M. le Président de la République la disponibilité des Nations Unies à accompagner les efforts du Bénin pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la stabilité et pour la réalisation des objectifs de développement durable. Le président a
présenter les réformes qui sont en cours dans notre pays, a présenté celles pratiquement parachevées du système électoral, du système politique, et informer le représentant spécial des conditions dans lesquelles ces élections se préparent et du climat de sérénité qui règne au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des institutions du pays. Donc je dois vous dire que la mission des Nations Unies, qui est une mission qui, lorsque un tel processus se met en place, a lieu pour exprimer la solidarité, comme le secrétaire et le représentant spécial viennent de le dire, a été informé des conditions idoines qui sont en train de se mettre en place pour que nous ayons des élections apaisées, ouvertes, qui puissent permettre à nos citoyens de choisir leurs dirigeants. Le parti Les Démocrates à nouveau devant la presse ce mercredi à travers une déclaration lue par Alassane Tigri. Le parti est revenu sur plusieurs sujets de l'actualité. La formation politique condamne la fusillade du candidat Galiou Soglo et par ricochet demande l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. En ce qui concerne la présidentielle d'avril prochain, les responsables du dit parti souhaitent entre autres l'audit de la liste électorale. Les questions relatives à l'attaque à l'intégrité physique de Galiou Soglo et à la prorogation du mandat présidentiel dont Afeka Boni Yahi dans son poste ont été évoquées au cours du point de presse d'après le Conseil des ministres. Alain Orola, porte-parole du gouvernement, a apporté des clarifications. Elia Djiran. Face à la presse, Ali Orola, porte-parole du gouvernement, est revenu sur l'affaire de l'agression de Galiou Soglo, candidat à la présidentielle de 2021. Il a réitéré la détermination de l'État à résoudre la situation et à rassurer que le Bénin n'est pas menacé. Une enquête est en cours et que les services de police et les services judiciaires se sont saisis, c'est tout à fait normal, de cette question. Et nous savons que toute la lumière, le gouvernement s'y engage, sera faite sur les circonstances de ce qui paraît être une embuscade, une agression, les motivations d'une telle agression qu'il convient de condamner à nouveau. Dans son propos, le ministre martèle qu'il est nécessaire d'obtenir la collaboration de tous les acteurs à cette agression afin qu'il ne subsiste aucune zone d'ombre. Nous sommes dans un pays de paix et tous les acteurs œuvrent à ce que la paix soit maintenue dans notre pays et le gouvernement continue d'assurer et d'assumer la sécurité et la protection de tous ses citoyens, de tous les compatriotes. Au sujet de la dernière sortie de l'ancien président Boni Yahi à propos de la prorogation du mandat de Patrice Talon, Alain Orola répond. Notre ancien président est un ancien président, c'est une autorité morale dans le pays. Ce qui est constant, c'est que nous avons une constitution révisée qui propose un calendrier électoral auquel le président de la République, le gouvernement et surtout le président candidat se conforment. Ce calendrier commence par le dépôt des dossiers à une certaine date. Si toutes les grandes formations politiques et même les moins grandes, en tout cas celles qui ont appuyé des candidatures, se sont conformées à ce calendrier, il est superflu ou superfétatoire de vouloir discutailler sur les termes d'un mandat qui s'achève ou pas. Il déclare que c'est la Cour constitutionnelle et la Sénat qui représentent les institutions de l'État. Aucune intervention venant d'une quelconque personnalité ne saurait être prise en compte. Le président Yahi Boni et tous les autres candidats ou tous les autres acteurs politiques devraient contribuer à l'amélioration de la réforme et à l'enracinement de notre démocratie plutôt que de trouver des motifs de contrariété dans ce qui se fait. Et se fait bien et a été adopté par le peuple représenté par ce Parlement qui est représentatif de tout le peuple béninois. Pour finir, il exhorte les différents acteurs à faire preuve de retenue pour la paix et la cohésion sociale. On parle à présent de la COVID-19. Le ministre de la Santé a fait ce jour un point de presse sur la situation épidémiologique du Bénin. Il a invité les citoyens à redoubler d'efforts dans le respect strict des gestes barrières à ce virus. On suit ses propos. Cela fait bientôt 1 an que notre pays est confronté à la pandémie de la COVID-19.
Pour limiter sa propagation, le gouvernement développe des stratégies de riposte régulièrement mises à jour. Depuis 6 semaines, à l'instar des autres pays de la sous-région et du monde, le Bénin est confronté à une recrudescence du nombre de cas dans un contexte d'apparition de variants plus contagieux. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, le nombre moyen de cas confirmés par jour a quadruplé, passant de 8 à 34, et ces 3 derniers mois, le Bénin a enregistré autant de cas que pendant les 9 premiers mois de l'épidémie, 2726 cas le 1er novembre 2020 et 4625 cas au 9 février 2021. Le nombre de cas graves suit la même tendance. À la date du 9 février 2021, le Bénin compte donc 4625 cas confirmés à la PCR, dont 3781 guéris, 732 patients en cours de suivi, dont 66 cas graves et 13 décès enregistrés en 40 jours, portant à 56 le nombre de pertes en vies humaines liées à cette pandémie au Bénin. Mesdames et messieurs, il est important de porter à votre connaissance une situation qui mobilise le corps médical ces derniers jours. Il s'agit d'une augmentation du nombre de cas graves et de décès enregistrés dans le rang de sujets jeunes et a priori sans antécédents médicaux particuliers. Ce phénomène nouveau nous interpelle et démontre à suffisance que les personnes porteuses de facteurs de risque que nous connaissons, déjà âge supérieur à 60 ans, diabète, hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral, drépanocytose, obésité, asthme, autres maladies cardiovasculaires ayant consulté tardivement ne sont plus les seules cibles les plus exposées aux formes graves de la COVID-19. Les jeunes le sont également et peuvent développer des formes complexes. Dans le souci de maîtriser la situation épidémiologique, il est plus que jamais impérieux que les dernières mesures prescrites par le gouvernement fassent l'objet d'un respect strict. Il s'agit notamment de l'interdiction des manifestations festives et autres rassemblements non encadrés à grands effectifs. Le gouvernement rappelle à l'ensemble de la population cette interdiction et insiste à nouveau sur le respect strict des mesures barrières que sont le port systématique de masques dans les lieux publics et dans toutes les situations à risque, le lavage des mains à l'eau et au savon ou encore la désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre les personnes. En dehors de ces mesures barrières, il est également impératif, pour réduire l'impact de la présente vague de l'épidémie qui semble plus contagieuse et plus virulente, de recourir promptement à la consultation précoce ou d'appeler le numéro vert 136 au moindre signe faisant penser à la COVID-19 ou assimilable à des signes de grippe ou de paludisme, fièvre, toux, éternuement, rhume, diarrhée, perte du goût ou de l'odorat, difficultés respiratoires pour ne citer que cela. De même, il est indispensable de procéder au dépistage et à la mise sous traitement présomptif systématique de tout cas suspect dans les formations sanitaires et les sites dédiés à cet effet sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, c'est le lieu pour moi de rappeler à nos concitoyens que la pandémie n'est pas terminée alors que la vie semble avoir repris son cours normal au Bénin. Ceci résulte d'une mauvaise appréciation de la situation par les uns et les autres. Nous devons donc rester conscients que le mal est encore présent et rester vigilants. Ce, d'autant plus que les variants du virus se révèlent encore plus dangereux. Nous devons plus que jamais
redoubler d'attention et de discipline pour venir à bout de la Covid-19. Le gouvernement reste attentif à l'évolution de la situation qu'il évalue quotidiennement et prend les dispositions pour que rien ne manque aux équipes de santé en première ligne dans la riposte. Les préfets et les directeurs départementaux de la santé sont d'ores et déjà instruits pour s'assurer du respect strict des présentes prescriptions. Je vous remercie. On va cette fois-ci en Chine où la plus grande fête de l'année, la fête du printemps, se prépare à grands pas. Ce sont généralement des jours intenses pour la vente au détail, mais avec les restrictions relatives au coronavirus, les gens sont encouragés à rester chez eux. Cependant, le gouvernement a un plan pour s'assurer que les consommateurs puissent continuer à faire leurs courses. Reportage de nos confrères de CCTV+. Une promotion d'achat en ligne pas comme les autres. Elle a commencé il y a 2 semaines et se poursuivra jusqu'à la fin des vacances de la fête du printemps. Les acheteurs bénéficient de remises spéciales en ligne. Les magasins reçoivent des subventions gouvernementales à titre de compensation. Un gérant de magasin à Shanghai a déclaré qu'il y avait eu une augmentation significative des commandes en ligne cette année et, contrairement aux années précédentes, ils ont les ressources pour les gérer. Cette année, de nombreux livreurs ne quittent pas Shanghai, ce qui permet à chaque commande d'arriver chez les clients en moins d'1 heure. Dao Xiangcun est une boulangerie renommée de Beijing. L'entreprise affirme que ses ventes en ligne ont plus que doublé en janvier et que cela semble être la tendance générale, mais il y a aussi de nouvelles tendances. Les principales plateformes d'achat en ligne chinoises voient une augmentation des commandes passées dans une ville, mais à destination d'une autre. Les initiés de l'industrie disent que c'est parce que les gens ne peuvent pas offrir de cadeaux à leurs amis et à leur famille en personne. Le nombre de personnes rendant visite à leurs amis est en effet en baisse, mais les gens doivent acheter les cadeaux. En fait, les habitants des zones urbaines ont tendance à acheter des poulets ou des canards élevés en liberté pour eux-mêmes, mais les produits importés comme le vin, les steaks, les cerises pour leurs parents dans les villages. Près de 2 semaines après le début de la promotion, les statistiques montrent une croissance de près de 50% dans la restauration en ligne et une expansion encore plus forte des ventes à emporter. De nombreuses provinces de l'intérieur de la Chine connaissent également une forte croissance des ventes au détail en ligne. Et quelle tranche d'âge est le moteur de ce secteur des achats en ligne? Les personnes âgées de 20 à 30 ans. Et puis, le vaccin chinois est victime d'un mauvais procès sans que l'on ne sache réellement pourquoi. Nos confrères de CCTV+ ont réalisé un magazine pour éclairer l'opinion internationale. Suivez. Pendant la deuxième moitié de l'année 2020, le monde n'a eu qu'un seul mot à la bouche, vaccin. C'était la seule porte de sortie possible à la pandémie de Covid-19, la seule promesse d'un retour à la vie d'avant, celle des terrasses de restaurants, des concerts, du cinéma et des après-midi à lézarder sur la plage. Cette vie qui nous manque à tous dans toute sa normalité et qu'on ne sait pas quand on la retrouvera. Mais avez-vous remarqué que depuis que nous possédons ces fameux vaccins, que les phases de test sont terminées et que leur efficacité a été prouvée et que leur mise sur le marché a été autorisée, les choses sont bien plus compliquées qu'elles ne devraient l'être. Que la solidarité entre pays qui était de mise l'an dernier semble déjà être un lointain souvenir et que les polémiques s'enchaînent sur le soi-disant manque d'efficacité de certains d'entre eux, on peine parfois à comprendre ce qui justifie ces critiques. Le vaccin chinois est victime d'un mauvais procès sans que l'on sache vraiment pourquoi. D'ailleurs, il n'y a pas qu'un seul vaccin chinois, mais 2. Le premier est celui de Sinopharm, validé sous condition par les autorités sanitaires chinoises le 30 décembre dernier. Efficace à 79,34%, c'est celui qui est le plus largement utilisé pour vacciner les Chinois dits à risque et les plus âgés, et également celui qui a été acheté en grande quantité par des dizaines de pays étrangers comme l'Égypte, le Cambodge, le Pakistan et même en Europe, par la Serbie notamment. La Chine a également offert des lots de vaccins à certains pays en voie de développement comme les Philippines. Le ministère chinois du Comex a indiqué avoir reçu des commandes de 40 pays étrangers. Aucun effet secondaire grave n'a été constaté chez les patients
et à titre de comparaison, rappelons que le vaccin breveté par le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca Oxford n'est efficace qu'à 70% pour une injection unique. La méthode de fabrication du vaccin de Sinopharm est traditionnelle et déjà éprouvée, celle que l'on appelle inactivée. C'est-à-dire qu'on injecte au patient un virus mort pour déclencher en lui une réponse immunitaire. Le second vaccin est le Coronavac, issu du laboratoire Sinovac. Son efficacité est moindre, mais jugée satisfaisante selon les critères de l'Organisation mondiale de la santé. Et il empêche les formes graves de Covid-19 de se développer, même en cas d'infection. Le Chili, la Turquie et d'autres pays se sont déjà portés acquéreurs de ce deuxième vaccin. Dans une récente interview accordée à mes confrères de la chaîne anglophone, le directeur adjoint du Centre chinois pour la prévention et le contrôle des maladies, Feng Zijian, a tout à fait bien décrit la stratégie vaccinale de la Chine. En réalité, elle ne diffère pas ou peu des autres pays du globe. Il envisage la vaccination du plus grand nombre de personnes comme une sorte de bouclier immunitaire. Et on parle d'ailleurs de la construction d'une grande muraille immunitaire symbolique en Chine. L'immunité collective, qui est le but ultime de toutes les nations pour espérer sortir de cette crise sanitaire, doit concerner 60 à 72% de la population totale pour fonctionner. M. Feng indique que la vaccination de masse permet déjà de constater une baisse des cas et surtout une baisse des formes graves de la maladie. La stratégie chinoise est efficace dans le sens où les clusters locaux ont très vite été maîtrisés et les cas importés fortement réduits avec la fermeture des frontières. Pour l'instant, le pays est encore épargné par les variants sud-africains et brésiliens et c'est pour cela que même s'ils ne sont pas recommandés, les voyages de la fête du printemps ne sont pas non plus formellement interdits puisque la vigilance des Chinois combinée au début de la vaccination du grand public semble former une barrière de protection efficace. Une efficacité prouvée, une méthode de conservation traditionnelle n'exigeant pas de logistique lourde ou de supercongélateurs à moins 70 degrés Celsius comme les vaccins de Pfizer-BioNTech, peu ou pas d'effets secondaires et pas de problème d'approvisionnement pour le moment. Mais qui en veut donc au vaccin chinois ? La Chine a dit et répété qu'elle ne menait pas de diplomatie du vaccin et ne prenait part à aucune course ou compétition et qu'elle ne cherchait pas à écraser la concurrence. Le vaccin américano-allemand élaboré par Pfizer a d'ailleurs été homologué quelques semaines avant celui de Sinopharm. Reste à savoir si les vaccins chinois sauront résister à un éventuel débarquement de virus mutants dans les divers pays où ils ont été administrés. Mais pour le moment, la confiance dans la science règne et c'est bien là le plus important. C'est sur ces éclairages que nous refermons cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. La suite du Grand Soir, c'est avec les rubriques Covid-19, infos d'ici et d'ailleurs. Et bien sûr, la chronique du soir. Retrouvez-nous également sur le site internet www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec les identifiants Etelebene. Également, l'application Etelebene, vous pouvez la télécharger. C'est disponible dans votre Play Store. Bonne soirée à vous en notre compagnie.